Il est 23h sur RTI 1. Bonsoir à tous. En titre de cette édition. À la basilique Notre-Dame de la Paix, mais aussi à la grande mosquée de Yamoussoukro, le Premier ministre et de nombreux membres du gouvernement, ainsi que des présidents d'institutions ont prié pour la paix dans notre pays ce dimanche. Pendant la commémoration de la 25e journée de la paix, les hommes religieux ont appelé tous les Ivoiriens à préserver la paix et à contribuer au développement du pays. Les assises de l'UNESCO se poursuivent à Paris. L'institution onusienne a soufflé cette semaine sa 75e bougie et la Côte d'Ivoire, qui met en avant ses atouts, se voit récompensée. La ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation vient d'intégrer 2 instances de haut niveau au sein de l'UNESCO. On en parle dans cette édition. Et puis en Libye, Saïf al-Islam, le fils de Muammar Kadhafi, a officiellement déposé sa candidature ce dimanche 14 novembre pour l'élection présidentielle dans son pays. Le scrutin est prévu le 24 décembre prochain, un double scrutin qui devrait sortir la Libye du chaos. Voilà pour les titres et merci de regarder RTI 1. À l'instar des années précédentes, la messe pour la paix a été dite ce dimanche 14 novembre 2021. C'était en présence du Premier ministre Patrick Achi ainsi que des membres du gouvernement. Les fidèles ont prié pour la paix dans le pays. Dans son homélie, Monseigneur Alexis Touabli a réitéré son appel à l'union des fils et filles du pays en brisant toutes les barrières qui nous empêchent de bâtir une Côte d'Ivoire forte. Sidonie Davila. Dans le recueillement, la méditation à la veille du 15 novembre, journée de la paix, les fidèles chrétiens implorent la miséricorde de Dieu pour que règne la paix en Côte d'Ivoire. À la basilique Notre-Dame de Yamoussoukro, le Premier ministre Patrick Achi, représentant le président de la République Alassane Ouattara et sa délégation, participent à cette célébration. L'homélie de Monseigneur Alexis Touabli, l'administrateur apostolique du diocèse de Yamoussoukro, est une exhortation à l'union et à la culture de la paix. La vocation de la Côte d'Ivoire est d'être un pays de paix. Car la paix fait partie de notre culture. La violence n'est pas en nous. Et nous devons tous prendre le chemin de la paix. Mais une paix qui repose sur la justice. En effet, la paix repose sur la justice. Ce qui revient à dire que sans justice, il n'y a pas de paix véritable. Un message en accord avec celui du pape relayé par le nonce apostolique. Si la paix sociale est, certes, un don que nous devons sans cesse demander au Seigneur, celle-ci ne peut cependant devenir si les hommes et les femmes de bonne volonté, et en particulier tous les responsables civils et politiques, ne la favorisent et ne la promeuvent en mettant le bien commun au-dessus de tout intérêt particulier. Après le lâcher des colombes à la basilique pour célébrer la paix, le Premier ministre s'est aussi rendu à la grande mosquée pour prier pour la paix. Depuis jeudi soir au vendredi jusqu'à ce jour, nous sommes en prière. On a lu l'intégralité du Saint-Coran, Yassine, Del Khairat. Rien que pour la paix, pour notre beau pays. Et prions aussi pour nos dirigeants, à ce que Dieu a confié la Côte d'Ivoire. On a prié pour que Allah le guide, Allah les éclaircit, pour savoir supporter la charge qu'on les a donnée. Dans la cité de la paix, Yamoussoukro, à l'église comme à la mosquée, les prières s'intensifient pour une Côte d'Ivoire unie, une cohésion nationale.
À l'occasion donc de la célébration de la 25e édition de la Journée nationale de la paix, le médiateur de la République a rencontré les guides et leaders religieux. À l'occasion, Adama Tungara a rappelé l'importance du rôle de ces derniers dans la consolidation de la paix en Côte d'Ivoire en prônant des messages de paix dans leurs différentes communautés. Laure Goretti, Alexis Ouedraogo. Serge Kofi Dissoukrou Trama, ancien secrétaire général de la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire, FESI, de retour en Côte d'Ivoire depuis le dimanche 5 septembre 2021. Il a passé plus de 10 ans en exil. En 2011, il quittait le pays pour le Canada. Le retour en Côte d'Ivoire a été favorisé par la volonté du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, de voir tous les Ivoiriens, tous ces enfants, notamment que nous sommes, de rentrer au pays. Nous venons pour répondre à l'appel du président de la République qui demande à tous ces enfants de regagner la Côte d'Ivoire. Comme lui, Awa Stallone, lui aussi en exil durant 10 ans aux États-Unis. Nous sommes partis suite à la crise post-électorale. L'essentiel aujourd'hui est que nous sommes de retour pour participer au processus de paix, nous rendre disponibles pour la paix. Je pense que c'est ça qui doit être essentiel. Aujourd'hui, tous deux affichent leur détermination à participer au processus de réconciliation nationale et de reconstruction du pays. Nous venons pour prendre notre part effective à ce processus qui a été lancé. La porte de la réconciliation s'ouvre par des confessions. Pour la paix, ils demandent pardon. Et je m'incline devant la mémoire de tous ceux qui ont perdu la vie durant toutes les crises, qu'elles soient pré- ou post-électorales. Mes excuses à tous les Ivoiriens. À tous les Ivoiriens qui ont été offensés par une parole tenue. À tous les Ivoiriens qui ont été offensés par une action posée. Pour eux, la Journée nationale de la paix est l'occasion de s'approprier les valeurs de paix et de cohésion sociale. La Journée de la paix est notre journée. C'est la journée qui nous invite à aller reconquérir notre seconde religion qu'à un moment donné nous avons perdu. Et nous devons nous souvenir à travers cette journée de ce qu'à un certain moment donné, nous avons mal regardé notre voisin et que cela a entraîné des conséquences désastreuses et corriger tout ça. C'est une journée d'union, d'unité et de message de paix. Nous ne pouvons qu'appeler à la réconciliation nationale et inviter tous nos amis qui hésitent encore à l'idée de revenir, de prendre courage, de mettre fin, comme on a dit, aux inquisitions et de ne penser qu'à la Côte d'Ivoire. Le retour des exilés et des réfugiés est rendu possible avec les efforts du Haut Commissariat de l'ONU aux réfugiés, HCR, en accord avec le gouvernement et les gouvernants des pays d'asile. La Côte d'Ivoire marque un point d'honneur. Quand il y a une crise et des mouvements de population forcés, pour trouver des solutions, il faut vraiment des efforts, il faut une volonté politique et vraiment des efforts au niveau, même le plus élevé de l'État. Et je voudrais encore réitérer la reconnaissance et la gratitude du haut-commissaire pour les réfugiés pour ces avancées notables. Les conditions qui y ont été mises comportent la sécurité, la gouvernance, donc le cadre sociopolitique, et lorsqu'il n'y a pas des tensions et des conflits intercommunautaires. Au nom de la réconciliation, le gouvernement ivoirien a justement multiplié les gestes d'apaisement politique dans le pays. Des centaines de libérations de partisans, notamment de l'ancien président Laurent Gbagbo. Vous venez plutôt de suivre un reportage relatif à la jeunesse pacifique ivoirienne qui prône la réconciliation nationale. De retour en Côte d'Ivoire après plusieurs années d'exil, l'ancien secrétaire général de la FESI et un ex-leader de la galaxie patriotique s'engagent désormais à consolider la paix dans notre pays. À présent, un mot d'éducation avec la 41e session de la conférence générale de l'UNESCO qui prend fin le 24 novembre prochain. La rencontre est également marquée par le 75e anniversaire de l'institution, un anniversaire célébré le 12 novembre dernier. Et cette bonne nouvelle pour la Côte d'Ivoire, la ministre Mariatou Koné a été désignée comme la représentante des pays africains francophones au sein du comité de pilotage de la Commission internationale, une commission qui planche sur le futur de l'éducation. Mariatou Koné est aussi désormais la représentante de l'éducation mondiale au sein de la commission de haut niveau sur le développement du numérique pour une durée de 4 ans. Les détails avec Walter Amadou Ouattara, notre envoyé spécial à Paris.
La célébration du 75e anniversaire de l'UNESCO tenue à Paris en France, au siège de l'organisation, est terminée. La Côte d'Ivoire repart avec beaucoup d'espoir et d'honneur. Le pays voit sa ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation intégrer 2 instances de haut niveau, à savoir le comité de pilotage de la Commission internationale sur les futurs de l'éducation en tant que représentante des nations africaines francophones et l'entrée pour une durée de 4 ans à la commission de haut niveau sur le développement du numérique, ici au poste de représentante de l'éducation mondiale. C'est la toute première fois que le secteur de l'éducation est représenté dans la dernière commission citée. En plus des objectifs des États généraux de l'éducation nationale, très attendus, c'est un nouveau challenge, affirme la ministre ivoirienne. Et nous sommes conscients des défis. Je pense que c'est la volonté politique du président Ouattara qui a mis en lumière certaines personnes. Cette volonté politique donc qui fait qu'aujourd'hui la Côte d'Ivoire est en train de rayonner à travers ces différents comités. Nous voulons dire merci à l'UNESCO, merci à tous les États membres et merci au président de la République qui a porté son choix sur notre personne pour diriger l'éducation en Côte d'Ivoire. Le choix du professeur Mariatou Koné, sociologue, anthropologue et diplômé de l'École des hautes études en sciences sociales de France, a été aisément justifié par la directrice générale adjointe de l'UNESCO, Stefania Giannini, et par le directeur pour les politiques et les systèmes d'apprentissage, Borène Chakroun. L'initiative que Madame la ministre porte sur la réforme de l'éducation, donc les assises, est un élément important puisque c'est le choix de définir et de redéfinir le rôle de l'éducation après le Covid. Et donc on cherchait à avoir un ou une ministre qui porte cette nouvelle vision et qui porte aussi un leadership autour de ces questions-là. La conscience que l'éducation doit être au cœur du modèle de développement nouveau, et que la Côte d'Ivoire est un pays qui a l'ambition légitime de progréder dans l'échelle du développement, et y compris les profils, la passion, la compétence de la ministre, et naturellement aussi la volonté politique du président de la République de soutenir, et du Premier ministre que j'avais rencontré en juillet passé, de soutenir ce processus. La commission de haut niveau pour le développement numérique a été créée conjointement par l'Union internationale des télécommunications et l'UNESCO. Cette commission est présidée par le chef d'État rwandais, Paul Kagame. La commission a pour vocation d'élaborer des stratégies favorisant la mise en place de systèmes de transmission de haut débit pour l'amélioration des services sociaux, éducatifs, sanitaires, sécuritaires et bien d'autres. De la France, on se rend maintenant aux États-Unis où l'Université internationale Clairefontaine en Côte d'Ivoire a signé lundi dernier un accord de coopération avec l'Université de l'État d'Alabama. La signature de convention s'est déroulée au sein de l'Université à Montgomery qui lance sa procédure d'installation d'un campus satellite en Côte d'Ivoire. Une signature de convention qui apporte la preuve de la bonne santé des relations entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis. Le ministre du Numérique et de la Digitalisation du Bénin a visité les locaux de la RTI. Aurélie Adamsoulé Zoumarou est à la tête d'une délégation de professionnels de médias béninois dans notre pays. La visite s'inscrit dans un cadre de concertation et de partenariat incluant des partages d'expériences entre nos deux pays. Plus de détails avec Jean-Marc Adjadji. Une délégation de l'Office de radiodiffusion et télévision du Bénin dans les locaux du groupe RTI. C'est dans une ambiance bon enfant que ces invités découvrent le quotidien des journalistes, producteurs et techniciens des chaînes de télévision et de radio de ce groupe audiovisuel. Conduite par Aurélie Adamsoulé Zoumarou, ministre du Numérique et de la Digitalisation, ces patrons de médias s'imprègnent des réalités des productions de la RTI. Bureaux, régie, équipements, studios d'enregistrement, tous sont passés en revue. Au vu des 30 milliards de francs CFA, investis dans la migration totale vers la télévision numérique terrestre et des projets de la RTI en cours, ce n'est point un secret de polichinelle, la délégation béninoise compte s'inspirer du modèle ivoirien. C'est une visite très fructueuse
puisque les échanges que nous avons eus avec nos collègues de la RTI ont été très bénéfiques pour nous. La chaîne de radio Côte d'Ivoire et de Fréquence 2 fête leurs 60 et 30 ans. Et j'ai pu voir qu'on peut avoir 60 ans et 30 ans et rester jeune, dynamique, innovant. On a pu voir des projets qui s'inscrivent dans l'ère numérique, l'ère digitale. Donc franchement, c'est une grande découverte qui nous édifie, qui nous conforte dans notre dynamique aussi de changement au Bénin. Pour la direction générale de la RTI, cette visite reste un partage d'expérience. Avec la délégation de Madame la Ministre, nous avons appris des choses que la RTI pourrait implémenter ici. Donc vraiment, nous la remercions beaucoup et surtout, elle a souhaité que ces échanges se poursuivent au niveau des directions générales. Un éventuel partenariat entre l'ORTB et la RTI pourrait aboutir sur des échanges de programmes, des coproductions et des renforcements de capacités des équipes techniques. Et on s'intéresse maintenant au point de la situation de la Covid-19 au 14 novembre. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré ce dimanche 8 nouveaux cas de Covid-19 sur 2418 échantillons prélevés, soit 0,3% de cas positifs, 22 guéris et 0 décès. À la date du 14 novembre, la Côte d'Ivoire compte donc 61 511 cas confirmés, dont 60 400 personnes guéries, 702 décès et 409 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est d'1 121 820. Le 13 novembre, 40 337 doses de vaccins ont été administrées, soit un total de 3 822 436 doses du 1er mars au 13 novembre. Le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle invite toutes les personnes de plus de 18 ans à se faire vacciner dans les centres dédiés. Il rappelle que la vaccination contre la Covid-19 est gratuite et volontaire. Le prix du cacao et du café payé aux planteurs pour la campagne 2021-2022 en Côte d'Ivoire est connu depuis le 1er octobre dernier. Le kilogramme de cacao est fixé à 825 francs et celui du café à 700 francs. Dans le département de Méagui, le producteur se prononce sur les prix. C'est un constat de Jean-Marc Djadji. Quartier Camp Éléphant dans la commune de Méagui. Ici, l'heure est au séchage des fèves de cacao. Les producteurs s'activent encore pour la campagne de commercialisation 2021-2022. Un mois après le début de la traite, les paysans de la localité s'expriment. À Nipi 2, les fèves de cacao et de café à commercialiser sont entreposées dans une dizaine de magasins. Aruna, à l'instar d'autres responsables de coopératives, affiche sa satisfaction. On remercie le gouvernement, le conseil café-cacao qui a fixé le prix à 825. Actuellement, en tout cas, ça va bien. Les planteurs sont contents, nous aussi on travaille, il n'y a pas de problème. Au vu de la pandémie mondiale, la Covid-19, qui a fait que la consommation a baissé, mais le président a tenu à faire un effort considérable. On tient à lui dire merci. Considérée comme l'épine dorsale de la cacaoculture en Côte d'Ivoire, cette localité produit plus de 400 000 tonnes de cacao par an. La campagne 2020-2021 a pris fin avec un niveau de qualité du cacao égal à 96,80%. Un bilan satisfaisant selon le Conseil Café Cacao. Des réformes sont en cours pour un dispositif opérationnel de contrôle pour le respect du prix garanti aux producteurs. On reste dans le domaine de l'agriculture avec le Conseil EVA Palmier à Huile à la rencontre des acteurs des filières des régions du Go, du Lodjibois et de San Pedro. Il a aussi rencontré ceux des régions du Guémon, du Cavali et du Tonki. À chaque escale, l'organe de régulation des filières EVA et Palmier à Huile est allé s'enquérir des réalités que vivent les acteurs. Les échanges ont surtout porté sur les difficultés qui entravent la redynamisation de ces deux filières. Les détails avec Mahama Traoré. D'une partie à une autre du pays, le Conseil EVA Palmier à Huile, CHPH, conserve la même méthodologie pour ses visites de terrain. Échange avec les acteurs, visites de parcelles agricoles et visites dans les unités industrielles. À Guiglo comme à Mont, en passant par Gagnoa, Soubré, San Pedro et Tabou, les responsables de l'organe de régulation ont échangé avec les acteurs et les membres d'organisations professionnelles des secteurs EVA et Palmier à Huile.
Les préoccupations sont similaires pour l'ensemble des acteurs. Elles se résument à l'état défectueux des pistes entravant l'acheminement des récoltes, la question de la fluctuation des prix des produits et la pénurie de main-d'œuvre dans les exploitations agricoles. Chaque fin de mois, notre cœur bat, on ne sait pas où on va partir vendre le produit. On sait que très bientôt, ça sera des prix uniques qui seront fixés et on pourra vendre nos produits en toute sécurité. Nous, planteurs, nous devons nous mettre ensemble pour que nous soyons forts. Si les gens parlent de 10 tonnes, c'est parce qu'une seule personne ne peut pas avoir une tonne. Donc nous, ce qu'ils disent là, il faut que ça nous amène à la conscience pour se souder et puis leur prouver aussi que nous, on peut s'organiser. L'autre temps fort de cette tournée du CHPH dans les parties ouest, centre-ouest et sud-ouest du pays reste la visite dans les unités de transformation. Avec les usiniers de VA ou de palmier à huile, Edmond Koulibaly, le directeur général du CHPH, évoque l'approvisionnement en matières premières et la question de la durabilité des filières. Des pistes de solutions sont même évoquées en attendant l'adoption des textes réglementaires. C'est une instruction de M. le ministre d'État, le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, M. le ministre Adjoumani, d'être au contact des acteurs. Le marché est regardant sur la qualité du produit fini que nous exportons. Mais la qualité, c'est depuis la base. Et donc, autant il y aura un cahier de charge pour les exploitants de pompes bascules, donc des intermédiaires d'achat pour ce qui concerne les VA, mais aussi pour le palmier, mais autant il y aura des règles en termes de normes de commercialisation des produits de l'EVA du palmier à huile. En 2020, la production nationale de caoutchouc sec se chiffra à 950 000 tonnes et à 515 000 tonnes de palmes brutes. Ces chiffres classent la Côte d'Ivoire au rang de premier producteur africain d'EVA et au 4e rang mondial. S'agissant de l'huile de palme, le pays occupe le 2e rang mondial des producteurs et la 9e place mondiale. La 4e édition de la caravane de l'entrepreneur a été lancée le 11 novembre dernier à Abidjan. En quoi consiste cette caravane? Comment est venue l'idée de ce concept ou encore de ce projet? Des éléments de réponse avec le commissaire général de cette 4e édition, Gilles Alexandre Ndia, était ce dimanche l'invité de RTI. On regarde un extrait de son échange avec Herman Guibé. La caravane de l'entrepreneur est une initiative en fait de la fondation Kayden. À travers cette caravane, nous faisons la promotion de la culture entrepreneuriale dans les écoles, dans les lycées, dans les universités, les grandes écoles de Côte d'Ivoire. Nous voulons plus d'entrepreneurs engagés. Notre mission est la ventilation en fait de l'esprit entrepreneurial très tôt dans les lycées, dans les grandes écoles. La caravane, c'est tous les 3 mois. Nous allons d'école en école. Et nous avons différents thèmes. Pour cette 4e caravane, nous sommes sur l'INSAC, en fait, donc les artistes. Les étudiants, parce que c'est important de commencer tôt. On a souvent l'impression que pour devenir entrepreneur, il faut tout de suite se jeter à l'eau. Non, il faut se préparer. Et cette préparation, elle se prépare dès l'université, dès l'école. Et c'est pour ça que nous sommes sur la culture de l'entrepreneuriat. Il faut que ces jeunes aient des vrais modèles dans leur industrie pour qu'ils puissent s'accrocher à quelque chose qu'ils connaissent et qu'ils peuvent consulter tous les jours. Le choix des artistes, en fait, est un choix particulier parce que les artistes ne se prennent pas pour des entrepreneurs. Et c'est dommage. Alors que nous les considérons comme des entrepreneurs. Toute personne qui crée est un entrepreneur. Les objectifs ont été atteints. Nous sommes dans le mindset. Donc, une fois que ces personnes sont prêtes à monter leur projet, ça veut dire que l'objectif est atteint. Vous savez, dans une salle, en fait, comme celle de la salle des fêtes de l'Hôtel Ivoire, sur 400 personnes, si 2 personnes ont réussi à monter un projet, pour nous, c'est largement suffisant. Parce que ça va faire effet de boule de neige plus tard. En mode politique à présent, l'Union pour la démocratie et la paix en Côte d'Ivoire, UDPCI, a 20 ans cette année. Pour rappel, le parti a été fondé en 2001 par le général Robert Guéhi. Les précisions de Moussa Konaté. L'UDPCI, Union pour la démocratie et la paix en Côte d'Ivoire, a 20 ans. 2 décennies sur la scène politique ivoirienne. Les responsables du parti, fondé en 2001 par feu le général Robert Guéhi, veulent marquer l'événement. Les 20 années d'existence de l'UDPCI seront célébrées le samedi 27 novembre prochain. Une commémoration dénommée la Journée du militant. Il s'agira d'un grand moment de mobilisation festive, de rassemblement des militants et militantes de l'UDPCI dans l'engagement et la ferveur militante. Comme à l'occasion de tout anniversaire, il s'agira notamment de faire le bilan du parcours et tracer les perspectives à venir. J'exprime
toute ma gratitude à tous nos militants et sympathisants pour leur forte mobilisation déjà perceptible dans les quartiers et les hameaux à l'occasion de cette grande fête. Nos militants démontrent ainsi leur indéfectible soutien et fidélité à l'UDPCI et à son président, Dr Touakes Mabry. Les militants des différentes bases du parti et les responsables issus de toute l'étendue du territoire sont donc attendus à l'Ivoire Golf Club pour ce 20e anniversaire de l'UDPCI. On continue à parler de politique. La jeunesse ivoirienne est pacifique et elle le démontre à chaque fois qu'elle en a l'occasion. Dans ce reportage que vous allez voir maintenant, elle a décidé de promouvoir la paix et la réconciliation nationale. Moussa Konaté. Pendant des années, ils se sont réclamés de l'aile radicale de l'opposition, se mettant volontairement en marge du processus de réconciliation. Plus de 10 ans après, ces jeunes décident de prendre en marche le train de la cohésion sociale et du développement de la Côte d'Ivoire. Un jeune qui est venu vers nous, qui dit, lui préfère mourir de galère, de faim, que d'aller travailler pour Ouattara. On est méchants avec nous-mêmes. On est méchants avec nos parents. Et ils nous ont mis au monde là, c'est d'attendre quelque chose de nous. Nous venons demander pardon à la nation. Parce que c'est nous-mêmes qui avons créé nos malheurs. Nous avons attristé le président de la République. Nous demandons pardon. Le président de la jeunesse pacifique a demandé à Wacha Kedjebo, cadre du parti Concorde, d'être leur porte-parole auprès du président de la République. Le président Ouattara, qui lui-même a expérimenté les difficultés, les méchancetés des hommes dans ce pays, et qui à chaque fois, à chacune des occasions, a réussi à pardonner. C'est ça qui a démontré toujours sa grandeur d'homme d'État. Entendra ce que viennent de dire ses enfants, qui ont reconnu leurs erreurs. Mais Dieu merci, les écailles tombées de leurs yeux ont décidé de se pentir. Et que la nation leur accorde une chance. La jeunesse pacifique initiera une caravane de pardon à l'intérieur du pays afin d'apporter sa contribution à la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Et c'est maintenant l'heure du 7 sur 7, le tour de l'actualité dans le monde. Une sélection de Moussa Konaté commentée par Mahama Traoré. 26 élèves de primaire de maternelle sont morts calcinés dans un incendie tragique à Maradi, dans le sud du Niger. Leur école faite de classe en paillotte est partie en fumée. Le dernier bilan provisoire fait également état de 14 blessés graves. 3 jours de deuil ont été décrétés par les autorités de Maradi. Les petits écoliers ont été enterrés dans une fosse commune le mardi matin. Ce même mardi, le général Gilbert Diendéré, accusé vedette du procès Sankara, est à la barre du tribunal militaire de Ouagadougou. Il a plaidé non coupable de chef d'attentat à la sûreté de l'État, recel de cadavres et subornation de témoins. Cette audition vise à faire la lumière sur le niveau de responsabilité de Gilbert Diendéré, qui fut le chef d'état-major particulier de l'ex-président burkinabé Blaise Compaoré. L'avion transportant les trésors royaux a atterri vers 15h à l'aéroport de Cotonou, la capitale économique du Bénin. Ce sont au total 26 œuvres d'art restituées par la France qui retrouvent le pays natal. Une cérémonie de réception s'est déroulée dans l'enceinte du palais présidentiel de la Marina. L'acte final pour la restitution de ces œuvres avait été signé la veille en France en présence des présidents Macron et Talon. Frédéric Declercq, ancien président d'Afrique du Sud, est décédé à 85 ans. Le dernier président blanc d'Afrique du Sud qui avait libéré Nelson Mandela et partagé avec lui le prix Nobel de la paix. Il avait été président de septembre 89 à mai 94 et avait joué un rôle central dans la transition d'un régime d'apartheid où la minorité blanche avait le pouvoir. La situation de l'épidémie de Covid-19 continue de se dégrader dans l'Union européenne. L'Agence européenne chargée des maladies a indiqué que la situation est considérée comme très inquiétante dans 10 pays et inquiétante dans 10 autres. Face à la flambée des cas, le retour des restrictions en Europe devient imminent. Certains pays, dont l'Autriche, la Hollande et l'Islande, ont déjà pris des mesures.
Les 200 pays de la COP26 ont adopté un accord pour accélérer la lutte contre le réchauffement climatique de la planète, sans promettre de le contenir à 1,5 degré Celsius, ni de répondre aux demandes d'aide des pays pauvres. Baptisé Pacte de Glasgow pour le climat, le texte a été adopté à l'issue de 2 semaines de négociations éprouvantes d'un coup de marteau du président de la Conférence mondiale pour le climat, Alok Sharma. L'élection présidentielle en Libye est prévue le 24 décembre prochain. Ce dimanche, le fils de l'ancien président libyen Muammar Kadhafi a officiellement déposé sa candidature. Cette candidature du deuxième fils de l'ex-dirigeant libyen n'est pas une surprise, tant Saïf al-Islam avait déjà fait part de ses intentions. Ainsi se referme ce journal préparé par toutes les équipes rédactionnelles et techniques de RTI 1. Bonsoir et que la paix soit avec vous.